Salut, aujourd'hui on va voir mon top 5 des musées français. C'est parti avec le premier musée. C'est le musée de la préhistoire d'Île-de-France qui est situé à Nemours. C'est un musée d'un architecte français né en Algérie qui s'appelle Roland Simounet. Donc c'est un architecte qui est assez important dans le mouvement français moderne mais qui est très peu connu. Il a une manière de concevoir les bâtiments très inspirée de l'architecture méditerranéenne vernaculaire, c'est-à-dire typique d'un lieu. Donc ce qui donne des œuvres et des bâtiments à la fois très minimalistes, très modernes, mais qui ont des particularités qui s'adaptent à l'environnement. Et donc c'est ce que vous allez voir là par exemple avec ce musée-là. C'est un musée qui est situé donc dans la forêt de Nemours, qui est à 1h30 de Paris, au sud de la forêt de Fontainebleau. Et c'est un musée qui est situé dans un contexte très boisé, très minéral, naturel. Et donc le musée, il vient s'inscrire dedans. Je vais vous expliquer 3 éléments pour lesquels ce projet il est intéressant. Premièrement, le bâtiment, il est conçu et construit à taille et à échelle humaine. Donc c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est composé, comme on peut le voir, de plusieurs volumes. Ok, il est grand, il a 2 étages, mais il n'est pas imposant. À l'intérieur, par exemple, les espaces sont assez faciles à appréhender. La lumière, elle est contrôlée, elle est diffuse via la création de shades. Ou alors la lumière, elle est tamisée parce qu'elle arrive à travers les baies vitrées. Elle est déjà filtrée par la forêt. Donc la lumière est bien gérée, les espaces sont pas trop grands. C'est des échelles qui sont quand même très maîtrisées et très accueillantes. On s'y sent bien dans ces espaces. Donc ensuite, pourquoi le bâtiment il est intéressant C'est qu'il dialogue directement avec son paysage. Le paysage il est mis en valeur systématiquement à travers des patios, des vues qui sont bien choisies, des vues sur les extérieurs. Et on a presque l'impression, quand on se situe à l'intérieur, on a presque l'impression d'être dans un habitat protégé, d'être dans une grotte. Donc ça fait un bel écho au programme de ce musée. Et donc pourquoi ce bâtiment il dialogue vraiment avec son paysage et pourquoi c'est aussi bien réussi, notamment parce que l'architecte a fait réaliser un relevé précis de la position de chaque arbre, chaque rocher, pour pouvoir implanter son bâtiment un peu en fonction. Donc forcément, il y a toujours des remaniements, mais il a essayé de conserver au maximum la structure de ce bout de forêt. C'est pour ça que le bâtiment aussi a une forme un peu biscornue, c'est qu'il s'adapte au site. Et donc, pour finir, pourquoi ce bâtiment il est intéressant, c'est que à travers l'usage du béton, qui est un matériau très rude, très brut, comme on l'a vu déjà pour la première vidéo pour les maisons béton, c'est vrai que ça paraît être un matériau très hostile, mais par son principe d'exécution, il redevient un matériau presque naturel. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce béton-là, sa particularité, c'est qu'il a été coffré à la planchette de bois. Quand on dit qu'un béton il est coffré, c'est que pour couler du béton, on prépare un moule et les faces de ce moule peuvent être lisses, rugueuses, peuvent être en bois, en métal. Et donc quand on coule ce béton, la finition du béton dépend de la nature de ces parois-là. Donc par exemple, si je veux un béton très lisse, je vais le mouler, disons, dans du verre. Et là, au contraire, le béton est moulé dans des coffrages qui sont réalisés avec des bouts de bois rugueux, avec des aspérités, avec des nœuds, avec des veinages. Et donc, le béton a pris les caractéristiques de ce coffrage. Et donc, finalement, ce bâtiment en béton paraît presque être un élément naturel, tellement il est marqué par ce bois. Et en plus, la nature reprend presque le dessus parce que avec le temps et l'entretien, ou justement le peu d'entretien que ça demande, le bâtiment prend des aspérités, de la mousse. Donc c'est un principe qui est quand même hyper fort parce que symboliquement c'est hyper cool de se dire que la nature vient reprendre un peu ses droits sur ce bâtiment, d'autant plus qu'il traite de la préhistoire, de cet aspect primitif. Donc tout ça fait que c'est un bâtiment assez cool. Le quatrième, rien à voir. Il s'agit de la Fondation Cartier. Donc c'est une fondation qui est à Paris. C'est un bâtiment d'un architecte que je n'apprécie pas forcément, mais il faut savoir se rendre compte de certains bâtiments qui peuvent être intéressants. Mais il est l'auteur de plusieurs bâtiments que vous connaissez sûrement à Paris, par exemple l'Institut du monde arabe, les Tours du Haut ou la Philharmonie. On en pense qu'on en pense, c'est pas le sujet. Mais là, la Fondation Cartier, elle a pas vraiment grand chose à voir avec les autres projets dont je vous ai parlé là. C'est l'un des seuls bâtiments donc, de l'architecte en question que j'apprécie et je vais vous expliquer pourquoi. À savoir, je pense que c'est l'un des architectes français les plus connus à l'international, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, premièrement, ce bâtiment, donc, il est situé, donc, je vous l'ai dit, dans le 14e arrondissement de Paris, dans un tissu urbain donc forcément résidentiel, dense, mais qui possède certaines respirations des parcs, des jardins, et le projet justement s'inscrit dans une grande parcelle qui est un jardin. Pourquoi ce bâtiment d'un architecte que je n'aime pas est intéressant? C'est premièrement
parce que justement dans ce parc, dans ce jardin, je vous ai dit, la végétation, elle prime presque plus que l'architecture. Le bâtiment est forcément très coûteux, mais très modeste. Il y a un vrai dialogue donc entre le bâtiment et la nature. C'est un bâtiment qui est entièrement vitré sur l'extérieur. La structure du bâtiment est métallique et elle s'efface presque. On l'aperçoit, mais c'est pas le plus important. Ce qu'on perçoit, c'est uniquement, depuis l'intérieur, c'est uniquement la végétation. Comme dans beaucoup de projets, les architectes essayent d'affiner cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, c'est complètement le cas. C'est complètement ce qui est fait. Donc, premièrement, ce rapport à la nature. Deuxièmement, le bâtiment, donc je vous l'ai dit, par sa structure métallique, permet de créer des grands espaces polyvalents, parce que le métal est l'un des matériaux qui permet de faire de grandes portées, de porter sur de grandes longueurs, et donc de créer des espaces grands. Donc ce bâtiment, qui est une fondation pour l'art contemporain, est complètement bien calibré pour accueillir des œuvres contemporaines qui sont souvent des installations, des œuvres dans lesquelles on a une expérience immersive. Donc en fait, ce bâtiment, il remplit complètement sa fonction. Et pour finir, ce qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de créer des expos dans ce bâtiment, puisqu'il a aussi un sous-sol. Il propose du coup une deuxième manière d'exposer les œuvres. Donc on peut avoir des œuvres très monumentales en haut et beaucoup plus petites, intimes et plus précieuses en bas. Voilà, c'est ça qui m'intéresse pas mal dans ce bâtiment. Donc ça crée plusieurs types d'atmosphères. Donc là par exemple, si on prend les dernières expos qu'il y a eu en 2024, on peut voir aussi que même dans les tonalités et dans les lumières, il y a quelque chose de beaucoup plus tamisé en bas que ce qu'il y a en haut. Donc c'est pour ça que je trouve ce bâtiment plutôt cool. Et dites-moi ce que vous pensez des autres bâtiments de Jean Nouvel dont j'ai parlé. Ça fait totalement débat chez les architectes. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc ensuite, le troisième projet, c'est le bâtiment Narbovia des architectes Norman Foster, plutôt de l'agence Foster & Partners. Et c'est un projet qui est situé à Narbonne, dans une partie de Narbonne, qui est un peu une zone en développement, qui est située proche de l'entrée de ville, proche d'un canal. Et donc c'est une zone assez vierge pour l'instant. Donc le bâtiment, il est conçu pour exposer la collection d'artefacts romains de la ville de Narbonne et je le trouve hyper intéressant. Il est beaucoup plus récent ce bâtiment que les deux premiers dont j'ai parlé, qui étaient un peu de la même période des années 80. Lui a 3 ans, même pas. Et donc c'est un projet très cool parce que premièrement, il s'impose sur le site. Donc je vous ai dit que c'est un site assez vierge, sans trop de construction. Et donc il s'impose par son échelle. C'est presque une version moderne d'un temple romain. Et donc je trouve que, on le voit dans les photos qui sont très belles, l'échelle du bâtiment est hyper appropriée. Donc ça c'est un premier élément. Pour continuer, pourquoi ce bâtiment est cool ? C'est pour la variété des usages du béton. Enfin, je dis variété, mais en fait, il n'y en a que deux. Mais on a un contraste entre le béton des parois verticales, qui est un béton teinté ocre, coulé par strates, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente sur la maison de Peter Zumthor, qui donne un effet très rocailleux, rocheux au bâtiment. Donc, il y a ce premier béton-là des parois verticales, puis un autre béton pour la toiture et les éléments de poutre de la toiture. Et je trouve ce double usage assez cool, assez beau. Et ça met bien en valeur l'épaisseur et la hauteur des murs et la finesse de la toiture. Imaginons tout ce bâtiment de la même teinte de béton, ça aurait pas le même rendu, ça serait plutôt quelque chose d'homogène. Si on imagine tout ce bâtiment en gris, on aurait senti quelque chose de très massif, pas forcément monumental mais massif. Et à l'inverse, si on avait du béton ocre uniquement, on n'aurait pas trop compris l'usage de ce béton ocre pour la toiture. C'est pas forcément normal d'avoir une toiture en terre ou en roche. Donc je trouve cette dualité hyper intéressante. Et donc pour finir, pourquoi ce bâtiment il est intéressant ? Donc c'est un bâtiment, on l'a dit, qui met en scène les vestiges romains découverts à Narbonne, qui sont des pierres, en créant un mur lapidaire, comme ils l'ont appelé, entre guillemets. Donc lapidaire pour relatif à de la pierre. Et c'est une structure qu'ils ont créée, qui s'apparente un peu à une structure d'échafaudage, c'est presque un rayonnage industriel, dans lequel ils ont exposé beaucoup de pierres, et qui est positionné à un endroit du musée où ils séparent les expos accessibles au public et les zones de restauration, donc qui sont privées et qui sont de l'ordre des travailleurs. A priori, la volonté, c'est de pouvoir créer une paroi un peu poreuse, mais qui laisse quand même apercevoir ce qui se passe derrière. Donc c'est un musée qui est très symbolique et qui, je pense, impressionne beaucoup. C'est vraiment un musée qui a rien à voir avec ce dont on a parlé tout à l'heure. Il a la monumentalité de la Fondation Cartier, mais avec complètement une autre dimension, un autre langage, et quelque chose de beaucoup plus, je trouve, symbolique. Voilà pour le projet numéro 3. Ensuite, un projet
que j'aime beaucoup et qui est la fondation Might à Saint-Paul-de-Vence, donc dans le sud-est de la France. Et c'est une fondation d'un architecte espagnol qui s'appelle Certes, qui est un architecte disciple, ami de Le Corbusier, en tout cas influencé par Le Corbusier, et qui a réalisé beaucoup de fondations d'art. Par exemple la Fondation Miro de Barcelone ou de Majorque. C'est un architecte qui était très proche de certains artistes du XXe siècle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ses œuvres qui sont des fondations d'art. Et donc ce projet-là, cette fondation, elle est positionnée dans un endroit assez végétalisé qui est une position stratégique parce que depuis ce site-là, il y a des vues sur les Alpes, la Méditerranée, donc c'est un spot franchement de qualité. Et je me rappelle l'avoir visité quand j'étais petite et je me rappelle avoir adoré cet endroit. Et en fait, je l'avais complètement oublié mais vous avez dû le voir aussi, jusqu'au défilé Jacques Mus du début de cette année, qui s'est passé dans cette fondation et qui m'a remémoré ce lieu que j'avais complètement oublié, que j'avais adoré. Et en fait, petite, je m'étais pas rendu compte de ce que c'était, du fait que c'était un bâtiment architecturalement intéressant. Je me souviens avoir adoré les expositions, mais a posteriori de me rendre compte qu'en fait c'était un lieu d'une telle qualité, j'ai trouvé ça fou. Et donc, je vais vous dire pourquoi je la trouve intéressante. Et ce que j'avais ressenti, c'était qu'il y avait une grande liberté et fluidité dans le parcours. Et en fait, le bâtiment et la fondation a été construite selon une structure, ou en tout cas très inspirée de villages méditerranéens. Donc c'est une conception de bâtiment qui, je trouve, change l'expérience muséale. Il n'y a pas trop de limites entre les intérieurs, les extérieurs, les cours, les jardins. Tout est fait, tout est créé pour être la continuité de la visite. Donc c'est vraiment une fondation où l'architecture et le paysage se mêlent en harmonie. Et donc ça, c'est vraiment un truc incroyable. Et ensuite, qu'est-ce qui permet que ça soit aussi un bâtiment dans lequel on se sent bien? C'est, je trouve, l'usage de matériaux très familier domestique. Donc la brique, la tomette qu'on voit par terre sur les terrasses, la pierre appareillée comme des murs de pierre qu'on voit classiquement dans les campagnes, même le béton blanc. Donc est-ce que c'est à la chaux, est-ce que c'est peint blanc, mais en tout cas c'est des matériaux qui sont très proches des matériaux utilisés dans les villages méditerranéens. Alors je sais pas si je suis sensible à ça ou si tout le monde l'est, mais je trouve que ça rend le musée très chaleureux, pas du tout froid. Et en plus, tous ces matériaux, ils fonctionnent complètement avec le climat, le côté chaud et sec du lieu. Et donc, ils permettent de réguler un peu la température du bâtiment. Donc ça, je trouve que c'est un truc vraiment génial. Et ensuite, dernière chose pour moi qui fait que ce bâtiment est vraiment cool, un peu comme toutes les autres fondations de l'architecte, c'est la fusion entre l'art et l'architecture. En fait, le bâtiment a été conçu en collaboration avec les artistes Miro, Braque, Giacometti, enfin ceux dans lesquels on voit les œuvres sur les images que je vous montre. Et donc les parcours et les positionnements ont été complètement pensés avec les artistes. Et là, je trouve ça vraiment, vraiment ouf, parce que les œuvres sont appropriées et complètement intégrées dans le parcours, dans le lieu. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve super fort. Et là, le dernier bâtiment, est-ce qu'il fera l'unanimité? Je sais pas, mais il est, je pense, très apprécié et assez remarquable aujourd'hui. Donc on revient un peu sur les bâtiments très récents. Il s'agit de la Bourse du Commerce ou la collection Pinault. C'est un bâtiment qui a beaucoup fait parler de lui, qui a ouvert récemment, qui est à Paris dans le 1er arrondissement. Et c'est un bâtiment d'un architecte japonais, Tadao Ando, qui a été suivi par des architectes français, l'agence NEM et un architecte des monuments historiques. Ce bâtiment, il est particulier, il sort du lot un peu dans cette sélection, puisqu'il s'agit du seul bâtiment qui n'est pas un bâtiment neuf, mais plutôt une réhabilitation, métamorphose, transformation. Et c'est, donc, je vous l'ai dit, une bourse de commerce qui a été transformée en musée d'art, en fondation d'art. Donc je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'elle est importante aujourd'hui. Donc premièrement et surtout, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, il fait dialoguer donc l'architecture historique et contemporaine. La spécificité de ce projet, c'est que toute la transformation réside dans le fait d'avoir créé un cylindre épais en béton à l'intérieur du bâtiment qui est aussi une rotonde pour créer un espace d'exposition central et pour aussi créer une circulation pour pouvoir monter dans les étages et monter dans les expositions des étages. L'importance et la beauté de ce projet, c'est d'avoir doublé ce cylindre d'un autre cylindre moderne
qui finalement nous aide à revoir et à apprécier ce bâtiment historique d'une autre manière. Ce contraste entre ce cylindre moderne dans un cylindre aussi important crée un contraste, mais à la fois une mise en valeur de ce patrimoine. Donc pour continuer dans ce premier point qui était que le rapport histoire-patrimoine et œuvre contemporaine soit intéressante, on peut dire que ce bâtiment-là, il va encore plus loin parce qu'il met en valeur un des aspects qui est hyper important de nos jours en architecture, qui est la préservation du patrimoine français en l'occurrence. Et ça renforce l'idée qu'il est hyper intéressant de réhabiliter des œuvres et des bâtiments plutôt que les détruire pour construire à nouveau des choses. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de s'inscrire dans cette démarche de continuité de la vie du bâtiment, de lui créer un nouvel usage, une nouvelle fonction et de mettre en valeur les choses caractéristiques. Et donc ce projet-là, il nous permet de voir les éléments historiques d'une autre manière. Depuis les coursives, on voit encore mieux les fresques, ou même dans les sous-sols, on voit les traces de la structure qui porte le plancher du rez-de-chaussée. À l'étage, on a des traces des verrières historiques. Donc toute cette intervention, elle permet de remettre en valeur tous les éléments clés du bâtiment. Et donc pour finir, pourquoi ce bâtiment il est cool, c'est qu'il permet, par la création de ce cylindre de 9 mètres de haut en béton, il permet à la fois déjà de circuler et de desservir tous les étages d'exposition, mais aussi de créer des points de vue différents sur l'exposition, mais aussi sur le bâtiment existant. On a plusieurs points de vue possibles, plusieurs hauteurs, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ces musées, et dites-moi quel est votre musée français préféré, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!